Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la data dans le cadre de la réalisation d'études d'impact pour les grands projets d'infrastructure. Donc, je m'appelle Étienne Cartier, je suis directeur au sein de la practice Data et Digital Performance d'Axis Consultant. Et je suis accompagné de... Jean-Marc Guidicelli, bonjour à tous. Donc associé d'Axis Consultant et en charge des activités data et digital d'Axis. Et c'est cette activité qui va vous présenter le webinaire consacré donc à l'exploitation des données pour produire les études d'impact environnemental. Axis, on est un cabinet de conseil en management, on est 200 consultants, un peu plus, spécialisés autour de la transformation digitale, que ce soit auprès des directions achats, directions finances, mais également de manière un peu plus transverse au niveau aussi de toutes les directions opérationnelles et direction marketing aussi, direction commerciale. Voilà. Donc cette transformation des entreprises est également portée par une autre activité au sein de notre cabinet, qui est l'activité ACT, qui correspond à transformation, au change management et au pilotage des grands projets. Donc Axis, 200 consultants, 26 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires. On peut s'appuyer également sur deux filiales. Une filiale spécialisée dans le travel, donc l'optimisation des déplacements professionnels, et une autre filiale qui s'appelle Neosite, spécialisée, elle, sur le déploiement et la mise en place de solutions SAP. Au niveau d'Axis, on a deux assets principaux qui sont le laboratoire d'intelligence artificielle. Le laboratoire d'intelligence artificielle a pour vocation de construire co-construire des solutions d'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, avec nos clients pour pouvoir ensuite les proposer derrière à d'autres clients. Et puis l'autre asset, c'est la Digital Change Factory, qui intervient régulièrement en support des projets de change management et de transformation, et qui a pour but de faciliter la lisibilité, la compréhension des messages, notamment quand il y a des grands projets de transformation. Je vais laisser Étienne présenter l'ordre du jour du webinaire. Merci Jean-Marc. Donc, à l'agenda du webinaire, on va déjà vous présenter le cadre et le process applicable aux études d'impact environnemental. Puis ensuite, on vous présentera des leviers autour de la donnée pour voir comment elle peut favoriser des moments clés de la gestion de l'étude d'impact au travers de la collecte des données, de l'exploitation du traitement des données, et puis également sur la phase de supervision et de restitution des études. Et puis, on consacrera également un moment pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à alimenter tout au long de ce webinaire le fil de discussion et de cette façon, on y répondra à la fin du webinaire. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de l'étude d'impact environnemental, c'est une étude préalable qui est exigée par l'autorité environnementale dans le cadre de la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages d'envergure qui, par l'importance de leur dimension et de leur incidence sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier. Donc, on parle là de l'impact sur le milieu physique et biologique, donc l'eau, la terre, les sols, mais aussi le bruit, le paysage. Donc, c'est vraiment au sens large. Ensuite, ce qu'il faut savoir au niveau des études d'impact, c'est que ça va s'appliquer aux installations, aux ouvrages et aux travaux, aux activités soumises aux autorisations loi sur l'eau, mais également aux installations classées et à des ouvrages assez variés. Ça peut être des ouvrages d'art, ça peut être des lignes ferroviaires, et toute cette catégorie de projets ou de programmes soumis à autorisation sont listés dans des textes de loi qui figurent au Code de l'environnement. Précision également en termes de responsabilité que les responsabilités incombent toujours aux exploitants. Et donc cette démarche d'évaluation de l'étude d'impact va passer par la réalisation
par le maître d'ouvrage du projet d'un rappel d'évaluation des incidences sur l'environnement et par des consultations avec en particulier un avis de l'autorité environnementale qui va porter à la fois sur la qualité de l'étude, mais également sur la prise en compte de l'environnement et de la santé humaine par le projet. Alors, qui est concerné par ces études d'impact? Donc, à la fois le public et le privé, les maîtrises d'ouvrage de plusieurs secteurs d'activité, citons plus particulièrement le BTP, l'immobilier, le transport, notamment les gestionnaires d'infrastructures, et également le secteur de l'industrie, la chimie, l'énergie, pour ne citer que cela. Alors, en termes de process de réalisation, donc, il se décline en plusieurs phases. Donc, on en a résumé 4. Donc, la première phase, c'est une phase qui est assez normée. Il s'agit ici de décrire, définir et collecter les données. Donc, c'est dans cette phase-là que les maîtres d'ouvrage vont décrire l'aire d'étude, la nature des travaux concernés. C'est aussi dans cette phase-là qu'on va demander à décrire l'état initial, décrire l'existant et également de définir et d'identifier les données d'entrée qui vont permettre de mesurer les incidences. Donc, vous voyez ici une petite loupe, elle indique qu'on fera un focus sur un levier qui va favoriser cette phase d'identification et de collecte des données. Sur la seconde phase, qui correspond à l'exploitation et l'analyse, on va dans cette phase-là donc exploiter les données d'entrée pour mesurer les incidences sur un comportement environnemental. Donc là aussi, on vous présentera un levier qui va fiabiliser toute cette chaîne de valeur depuis l'enrichissement, la préparation des données, mais également le traitement des données pour quantifier les impacts, et puis la phase d'analyse et de traitement des impacts jusqu'à la traçabilité. La troisième phase va viser à valider et à restituer les résultats. Donc là aussi, on fera un focus sur des leviers data qui vont venir aider les maîtres d'ouvrage à valider les résultats, à justifier les données, mais aussi à mieux les partager auprès de différentes populations. Et puis, il y a une quatrième phase qui consiste à assurer le suivi dans la durée. Quand on parle d'études d'impact, c'est pendant, après l'exploitation. Et donc, il s'agit de suivre les impacts dans la durée avec des problématiques de pouvoir stocker et conserver la donnée sur de grandes périodes. Et puis, il y a également des phases d'actualisation et de mise à jour en fonction de la nature de l'installation. La fréquence d'actualisation de l'étude d'impact peut être de 5 ou 10 ans. Et puis, les retours d'expérience pour améliorer la qualité d'exécution de l'étude d'impact. Voilà. Après, merci Étienne. On voulait juste aussi faire aussi un petit focus, on fera un petit focus aussi sur les phases, donc, comme disait Étienne, hein, de collecte et d'exploitation des données. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on définit comme un grand projet d'infrastructure et donc qui a des impacts sur l'environnement, on s'aperçoit que généralement, ces projets suivent plusieurs itérations. Donc, il y a différentes phases d'amélioration, de réduction des impacts aussi liés à ces améliorations. Et donc, il faut relancer à chaque fois ces deux phases de manière itérative, hein, la collecte de la donnée et l'exploitation et l'analyse. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attacher aussi à vous proposer des outils qui, justement, permettent d'industrialiser un petit peu ces deux grandes étapes de collecte et d'analyse. Merci Jean-Marc. Donc là, on va voir un premier levier pour justement faciliter l'identification et la collecte des données d'entrée. Donc, je rappelle au niveau du process, donc on est avant la réalisation des travaux. Donc là, on va chercher à décrire en fait l'aire d'étude qui est concernée, décrire les travaux à réaliser, analyser l'état de référence et on va chercher surtout à identifier et à collecter les données d'entrée qui vont permettre aux maîtres d'ouvrage de mesurer les incidences. Donc, cette phase-là, en fait, peut se révéler difficile. On va voir que le travail d'identification et de collecte des données peut se révéler chronophage pour
plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que sur les données environnementales, on peut avoir vraiment une grande diversité de données d'entrée à identifier et à collecter. Cette donnée peut également avoir des formats très différents. On peut avoir des formats de données structurées, donc des données brutes qui sont alimentées par des chroniques météo par exemple, mais on peut aussi avoir des données non structurées qui vont être à récupérer depuis des textes ou par exemple des cartes. D'autre part, en fait, ces données peuvent avoir des sources très différentes, elles peuvent venir de bases de données très hétérogènes, et donc le statut ou la disponibilité des données peuvent ne pas non plus être connus par ceux qui produisent les études. Les données environnementales peuvent également être très techniques et nécessiter une connaissance pour leur interprétation. Et puis enfin, par rapport à cette diversité de données à identifier depuis différentes sources, on peut avoir une charge de travail non négligeable sur la qualification de ces données. Et ça peut nécessiter aussi parfois de les déqualifier. Voilà, donc j'expliquais précédemment pourquoi en fait la phase d'identification et de collecte de données pouvait être difficile en l'absence d'organisation. Maintenant, on va l'illustrer sur un cas pratique. Donc, pour illustrer la complexité de cette phase d'identification de ces données d'entrée, on a pris l'exemple des données à collecter pour mesurer l'effet des émissions polluantes dans l'air ambiant, donc sur la santé des populations suite à des travaux. Donc là, on est sur des données toxiques chimiques et pour ces données, on va le voir, la constitution des données d'entrée va passer par la collecte de plusieurs types de données qui vont être à contextualiser et à assembler. La première étape, ça va être de venir récupérer des données de référence qui vont venir soit d'organismes d'État, soit d'organisations internationales pour identifier les particules fines et les polluants à mesurer. Donc, il peut s'agir d'oxyde d'azote ou, par exemple, du dioxyde de soufre. Ces informations, ces textes, ces documents vont également vous indiquer les paramètres que vous devez prendre en compte. Donc, par exemple, sur ces éléments, il y a le soulèvement des particules liées au passage des engins de chantier. Et pour appliquer les formules de calcul, vous allez récupérer des éléments très variés, comme par exemple le type de surface parcourue par les engins, le kilométrage des engins. Et donc, ça, ce sont des informations, des données que vous allez récupérer auprès des services travaux des sites concernés. Et puis, vous allez aussi avoir besoin, par exemple, de récupérer le nombre de jours de pluie par an. Donc ça, c'est une donnée que vous allez récupérer, en revanche, des chroniques de Météo France sous forme de données brutes. Donc là, on comprend bien par rapport à cet exemple sur le toxique chimique de cette diversité de données à récupérer et de la complexité que cela peut représenter pour un chargé d'affaires pour, dans un premier temps, identifier les sachants sur ces données, puis dans un deuxième temps, pour accéder aux informations sans assistance. Et puis le troisième point, ça peut nécessiter une charge importante de vérification de la qualité de la donnée, de sa récence, de son intégrité. Donc là, ce qu'on va proposer pour améliorer et favoriser cette phase, c'est en fait un premier axe d'optimisation autour de la gouvernance de la donnée. Donc cette gouvernance de la donnée est à appréhender au sens large. On a un volet organisationnel, on a un volet process et on a un volet outillage. Donc le premier élément de cette démarche va être de s'organiser autour des golden data. Donc là, on est sur une donnée environnementale. Donc le premier élément de la démarche va être de recenser et de cartographier vos données environnementales et par nature de données, d'identifier ces données de référence, ces golden data. Donc par exemple, le toxique chimique. Et pour chacune de ces golden data, de les définir, de les caractériser dans un glossaire de données, dans un dictionnaire de données, avec une gouvernance métier formelle. Donc, une gouvernance métier formelle, c'est d'avoir un acteur qui soit désigné pour chacune de ces données, donc un référent métier pour la définition, les règles de gestion de la donnée, et d'avoir aussi un acteur qui soit en charge du maintien en qualité de la donnée et de son monitoring et de sa gestion au quotidien. Donc derrière, on va formaliser et attribuer des rôles et des responsabilités sur chacune des golden data.
Le deuxième élément de la démarche de la data governance, ça va être de définir des règles et un process pour accéder aux données. Donc, il va s'agir de définir pour chaque Golden Data la sensibilité ou l'expertise qu'elle requiert. De cette façon, vous allez pouvoir définir quelles sont les données que vous pouvez mettre à disposition en libre service, donc accessibles via, par exemple, une jet documentaire, et quelles sont les données qui nécessitent de passer par un référent, donc un référent métier données ou un administrateur, avec une assistance pour son interprétation. Donc, de cette façon, vous allez encadrer l'accès aux données selon ce niveau de sensibilité. Et puis, le dernier point, c'est de pouvoir garantir le statut des données mis à disposition, ce qui va permettre aux chargés d'affaires de gagner en temps pour savoir si la donnée est récente, intègre. Et le troisième point donc, de cette data governance, c'est le volet outillage. C'est de permettre de choisir les bons outils pour accéder à la donnée. Donc là, Jean-Marc va vous présenter quelques solutions pour exposer cette donnée, pour la faire connaître au travers du dictionnaire, donc notamment au travers d'un outil type Data Catalog ou une solution moins coûteuse d'exposer les données sur une GED. Alors, juste pour résumer donc, les bénéfices de la data gouvernance sur la phase d'identification et de collecte des données d'entrée. Donc, bien sûr, un gain de temps pour le chargé d'affaires, mais également la fiabilisation et la simplification du process et des gains en termes de qualité, puisqu'on va supprimer des tâches de saisie de données, mais également de contrôle. Merci Étienne. Donc, au niveau des outils, comme disait Étienne, donc il y a un outil principal, hein, enfin des outils C'est bon là? Nous sommes revenus, on est encore désolé pour cette nouvelle interruption. Donc, je vous parlais des outils donc, de catalogue de données qui permettent de catégoriser les données, de définir des process.
et ce sont également des outils qui vont vous permettre également d'exposer quels sont tous les datasets qui sont présents au sein de votre organisation. Et ensuite, donc une personne qui voilà, souhaite accéder à la donnée va faire la recherche dans cet outil de catalogue de données, va voir que c'est monsieur ou madame Dupont qui est en charge de la donnée météorologique et va pouvoir entrer en contact avec monsieur ou madame Dupont pour avoir le dataset. Donc voilà, donc c'est plutôt des outils qui vont vous faciliter en fait la collecte, l'identification et la collecte de la donnée. Alors, nous revenons pour la troisième fois. Vraiment désolé pour toutes ces coupures. Donc, comme je vous disais, hein, sur les outils de catalogue de données, donc des outils qui vous facilitent la catégorisation et ensuite derrière la collecte de l'information. Ce sont des outils qui ont un certain coût quand même, qui sont aux alentours de 40 000 euros par an. Donc, il y a d'autres solutions moins coûteuses, type une GED. Notamment une GED, voilà, qu'on pourrait organiser autour d'un SharePoint et qui pourrait faciliter justement aussi la collecte de la donnée. On va essayer de rattraper un petit peu le retard, Étienne, dû à toutes ces connexions. Merci Jean-Marc. Donc là, on va passer au deuxième focus. On va vous présenter un deuxième levier qui vont venir faciliter la phase d'exploitation et d'analyse. Donc dans le process, là, on se souvient, on a vu comment on pouvait décrire l'état initial et définir les données d'entrée. Là, on va être sur la phase où on va exploiter les données d'entrée pour mesurer les incidences sur l'environnement. Donc là, le challenge, ça va être par rapport à un volume de données important, le travail collaboratif qui va être requis pour cette phase-là, de voir comment en fait une solution de type data platform va pouvoir venir vous aider pour traiter et l'exploitation de ces données. En l'absence d'outils, en fait, cette phase-là va être difficile pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, en fait, il y a un travail d'enrichissement des données qui est très important et qui est réalisé avant le traitement. D'autre part, on va avoir un traitement de données qui peut se faire sur des volumes très importants. Et en l'absence de solutions métiers, souvent, les chargés d'affaires vont travailler avec des solutions comme Access ou Excel qui peuvent vite trouver leurs limites. Et puis le troisième point, c'est une charge de travail qui peut être conséquente pour assurer la traçabilité et le linéage des données sur l'ensemble du processus, sans oublier les difficultés à partager les travaux et à assurer un travail collaboratif avec plusieurs services qui collaborent sur le traitement de ces données. Donc là, pour illustrer la complexité de ce process, donc on a repris l'exemple des données du toxique chimique pour mesurer l'impact dans l'air. Donc là, on va voir que une fois que les chargés d'affaires ont procédé en fait à l'identification des données, lorsqu'il n'y a pas d'outils, ils vont souvent travailler dans Excel et dans Access pour collecter et centraliser toutes ces données dans un fichier Excel.
Et puis, dans cette phase-là, dans la phase de traitement des impacts, la première action à faire, ça va être de venir quantifier les émissions de polluants avec les différents paramètres d'entrée qui sont ici en ligne. Donc là, on voit que c'est un bilan, mais il y a toutes les phases intermédiaires avec différents onglets, sans compter toutes les macros qui sont dans ce fichier pour assurer ce bilan. La deuxième phase de l'opération, une fois qu'on a ce bilan des émissions, ça va être de venir en fait modéliser la dispersion de ces polluants dans l'atmosphère. Donc là, on va être sur une seconde étape qui va souvent faire intervenir une deuxième équipe, deuxième service, une deuxième direction, qui va là, par contre, travailler dans une solution métier dédiée. Et pour alimenter en fait cette solution de modélisation des dispersions des polluants dans l'atmosphère, les équipes vont récupérer en fait ce bilan des émissions et ça va être une donnée d'entrée pour la modélisation de la dispersion dans l'atmosphère. Et puis il y a une troisième étape, une fois que ces émissions ont été modélisées dans le cadre d'une dispersion, ça va être de venir mesurer la concentration des polluants sur des points cibles, donc par exemple les écoles, les mairies, et puis de les comparer avec des valeurs toxiques réglementaires. Et donc là, ça se fait parfois dans un autre outil ou parfois à nouveau dans Excel. Donc là, on voit bien, en l'absence de solutions intégrées sur toute la chaîne de valeur de ces activités, le temps et la difficulté que ça peut nécessiter pour les maîtrises d'ouvrage, pour le chargé d'affaires, pour venir en fait réaliser l'ensemble du process. Donc une charge de travail pour assembler, centraliser les données, mais aussi pour les contrôler, vérifier leur qualité, un risque par rapport à tout ce travail de saisie, donc sur des éléments importants. Et puis, la difficulté, là aussi, lorsqu'on travaille sur des fichiers Excel, de pouvoir partager ces données avec les différents services. Lorsque un autre service collabore et se sert de données de sortie comme des données d'entrée, c'est souvent une phase à nouveau de vérification intégrale du traitement. Et puis, bien sûr, les outils comme Excel et Access peuvent avoir leurs limites par rapport à un volume de données important à traiter, mais aussi au temps de traitement des opérations. Donc, pour cette phase de traitement des données pour mesurer les incidences, en l'absence d'outils ou de solutions verticales métiers, ce qu'on peut recommander aux équipes qui sont en charge de la production de ces études, c'est de recourir à une solution type plateforme de données, data platform, qui va permettre de centraliser et de croiser des données de sources différentes, qui va également permettre d'automatiser le traitement des données et de favoriser le travail collaboratif. Donc, le premier point sur lequel on va pouvoir s'appuyer en termes d'apport sur une solution de plateforme, c'est leur capacité à centraliser des données qui sont issues de sources et de bases de données différentes. Donc, centraliser les datasets, mais aussi enregistrer les différents scénarios et hypothèses nécessaires, et puis de pouvoir conserver la source de données, les hypothèses et toutes les références qu'on a utilisées. Le deuxième aspect et apport, ça va être justement d'automatiser toute la chaîne de traitement depuis des fonctions qui vont permettre de préparer et de mettre en qualité les données, de les nettoyer parfois, de les filtrer, d'automatiser le traitement des données et puis de mettre à jour rapidement les traitements. On le voit, s'il y a besoin de revisiter les traitements de bout en bout, eh bien, il suffit de modifier les données d'entrée pour rejouer la chaîne de traitement. Et puis, ça va également permettre d'assurer la traçabilité des données sur toutes les étapes de réalisation de cette étude. Le dernier point, c'est favoriser le travail collaboratif avec cette plateforme de données. On va pouvoir gérer différentes versions de documents produits. On peut avoir des allers-retours et donc de concerner les différentes versions de travail, ce qui va aussi permettre aux différents services qui reprennent l'étude de savoir comment ça avance et de pouvoir récupérer la dernière version sans avoir à tout refaire. Et puis, ça va donc permettre d'éviter toutes les interactions redondantes entre les équipes par téléphone, par mail, puisque là, il y a une solution data de plateforme qui centralise les opérations. Donc, les gains, ça va être la traçabilité, une meilleure collaboration entre les services, mais également l'homogénéisation des méthodes de réalisation des études d'impact, et puis un gain de temps. Et donc, Jean-Marc va vous montrer
comment une solution data platform peut opérer. Merci Étienne. Je rajouterais aussi que ce sont ces outils, notamment là, vous allez en découvrir un, permettent d'industrialiser le process. Donc, vous allez pouvoir, sur un même projet, lancer plusieurs fois, par exemple, les études d'impact, les calculs d'études d'impact, parce qu'il y aura un paramètre en entrée qui aura changé. Donc voilà, donc c'est un process qui du coup devient automatique, qui va vous prendre 1 seconde, 2 secondes maximum, versus un process Excel ou Access qui lui va vous prendre plusieurs jours potentiellement. Donc nous chez Axis, on adore une plateforme de données qui s'appelle Alteryx. Donc voilà, c'est une plateforme qui peut s'installer sur n'importe quel poste de travail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine de guerre, ni un PC de gamer, ni même d'avoir un serveur. Vous pouvez l'insérer en monoposte sur votre poste de travail. Et bien sûr, si vous avez des grosses volumétries, si vous avez besoin de partager ensuite vos traitements avec d'autres personnes, ce serait mieux de basculer sur des versions serveur. Mais voilà, vous avez cette possibilité avec Alteryx de l'avoir sur votre poste de travail. L'autre avantage de cette solution, qui va permettre d'exploiter les données, c'est qu'elle est très user-friendly. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur, vous n'avez pas besoin de savoir, de connaître Python, par exemple. Vous n'avez pas besoin non plus d'être très aguerri, en fait, sur l'informatique. Vous pouvez, avec des connaissances type Excel, vous pouvez très bien utiliser la plateforme. Comment ça se présente? Vous avez en gros une sorte de canevas, et après vous avez tout un tas d'outils. Donc là, vous envoyez un certain nombre, différents types d'outils qui sont proposés dans une palette, et vous faites un drag and drop dans votre canevas. Et puis donc là, si vous voyez le petit outil vert là, c'est un outil de collecte de données. Donc si je drag and drop dans mon canevas, eh bien, j'ai un connecteur, voilà, qui vient de se créer avec une source de données. Après, la source de données, ça peut être une base de données. Voilà, si vous voulez vous connecter à des données météorologiques, ça peut être un fichier Excel. Si plutôt le chef de projet ou l'architecte a mis ces informations clés dans un Excel, donc vous pouvez le récupérer. Mais ça peut être aussi des documents texte, parce que c'est une solution qui sait aussi lire les PDF. Voilà. Après, vous avez d'autres outils qui vous permettent de filtrer, de croiser des informations, de faire des sortes de tableaux croisés dynamiques. Et voilà, donc vous liez toutes les tâches, les unes après les autres, telles que vous auriez pu le faire dans Excel, mais là, vous les liez dans le Canva. Et donc, ça vient automatiser le process de traitement et de calcul donc pour les études d'impact. Typiquement, voilà, en peut-être même pas 1 heure, on a pu modéliser tout un process pour l'un de nos clients comme le disait tout à l'heure Étienne, sur le toxique chimique. Et donc avec des premières étapes de collecte de l'information, des étapes de vérification de la qualité de la donnée. Si vous avez différents types de mesures, vous pouvez les comparer les unes aux autres. Vous pouvez vérifier que aussi vous n'avez pas des trous dans des séries chronologiques. Et puis ensuite, bien sûr, toute une série de traitements qui vont permettre ensuite de véritablement produire les résultats. Ces résultats, une fois produits, vous avez la possibilité de les envoyer dans une base de données, de les envoyer dans un outil de data viz tel que vous voyez sur la dernière étape, ou les envoyer aussi dans un fichier Excel qui après derrière est stocké soit dans votre GED, soit dans le catalogue de données. Je vais laisser la parole à Étienne. Merci Jean-Marc. Donc, on a vu là jusqu'à présent 2 leviers. Donc, on a vu un premier levier sur la phase initiale de collecte des données d'entrée. On a vu le second levier qui venait
outiller la phase d'exploitation et de traitement des données pour mesurer les incidences. On va maintenant voir en fait un troisième levier qui va venir faciliter la phase de supervision et de restitution des études. Donc, sur cette phase 3 de validation et de restitution des résultats des études, donc on va le découvrir avec le levier qu'on va proposer. Ce qui va être important, ça va être d'anticiper en fait cette phase pour sécuriser et alléger le process. Et pour cela, on va proposer une organisation adaptée pour gérer en fait trois sujets. D'une part, on est sur des données et des contrôles qui peuvent être très étendus et qui peuvent être des contrôles avec de l'exhaustivité. On peut aussi avoir des difficultés pour accéder à l'ensemble des données qui ont été utilisées et à l'ensemble des rapports qui sont à produire. Et puis le troisième point, ça va être de venir favoriser le partage des résultats à tous les consommateurs potentiels de ce rapport. Donc le troisième levier d'attaque que l'on va proposer va viser en fait à proposer une organisation et un espace de travail dédié avec une solution de restitution pour favoriser en fait la validation et le partage des résultats. Alors le premier, c'est l'organisation. Il est bien sûr important au tout début du projet, au tout début du lancement du projet, d'anticiper et d'organiser cette phase de contrôle. Donc de désigner les services et les acteurs qui seront en charge de réaliser les contrôles. Alors, quels sont les acteurs qui doivent contrôler et vérifier les résultats? Donc, il faut se souvenir, en fait, en termes de responsabilité, c'est toujours l'exploitant qui est en responsabilité. Il est donc important que les équipes qui produisent l'étude d'impact participent au contrôle et valident les travaux de bout en bout qu'ils ont réalisés. Après, on peut également avoir un dispositif où, en plus des producteurs qui contrôlent leurs travaux, il y a un autre service, dans le cadre par exemple d'un principe de ségrégation des tâches, un autre service indépendant qui va venir dérouler les contrôles de A à Z ou des contrôles plus aléatoires. Donc cette stratégie doit être définie en amont, cette organisation aussi, parce qu'il va falloir en fait faciliter et d'anticiper la mise à disposition de tous les éléments qui vont permettre aux services de contrôle de contrôler les procédures, les données et toutes les étapes de réalisation de l'étude d'impact. Donc ça nous amène à un second levier, c'est de faciliter l'accès aux données dans un espace centralisé. Donc là aussi, important de mettre à disposition facilement toutes ces informations dans un espace qui soit structuré, organisé, et puis un accès vraiment rapide à l'ensemble des données d'entrée et des hypothèses, de façon à, si un service doit vérifier des hypothèses et souhaiter relancer tout le traitement, que ce soit facilement accessible. Et donc Jean-Marc, tout à l'heure, au travers de l'exemple Data Platform, vous a montré en fait tous les éléments. Donc effectivement, dans l'exemple qu'on a modélisé, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Et donc, il est facile en fait pour les contrôleurs derrière de relancer les traitements, de garder tout l'historique. Voire aussi de vérifier les traitements sur la plateforme et s'assurer que voilà, les traitements qui ont été définis correspondent à ceux que voilà, vous avez définis dans votre doctrine. Je profite de cette petite prise de parole aussi pour répondre à une question qui a été posée. Oui, Alteryx est adapté à tous les secteurs et donc notamment au secteur numérique. Merci Jean-Marc. Troisième aspect, c'est les aspects de mise à disposition des résultats. Donc on le voit bien, en fait, souvent ce sont des études qui prennent quand même du temps pour les produire et parfois, finalement, l'aspect restitution est négligé. Alors c'est dommage à bien des égards. D'une part, la mise à disposition d'états de synthèse et de restitution dynamique vont profiter aux producteurs de l'étude, mais également en fait à des consommateurs de données pour la connaissance des sites. Donc là, il va s'agir au travers d'une solution qu'on va vous présenter, d'améliorer la mise à disposition des résultats, mais aussi pour des aspects opérationnels, de permettre de détecter plus rapidement des anomalies
ou des fragilités sur des zones géographiques, et finalement de se concentrer sur les efforts et les plans d'action qui sont à mettre en œuvre. Et puis également de faciliter la restitution des conclusions et permettre aussi à développer la connaissance autour de ces travaux qui prennent encore une fois généralement un peu de temps. Donc là, les principaux bénéfices qui sont attendus de ce levier autour de l'organisation et des outils dont on parle, ça va être là encore simplifier, améliorer le processus, améliorer la mise à disposition, la connaissance et également une meilleure capitalisation. Et donc, Jean-Marc va vous présenter les outils qui peuvent vous aider. Donc voilà, après en termes de capitalisation, donc nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est soit vous faites le choix d'un catalogue de données tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, et donc vous stockez en fait le résultat des études dans ce catalogue de données et vous structurez un petit peu, bien sûr, votre catalogue de données pour que on retrouve tous les résultats de l'étude liés à un projet à un même endroit. Donc voilà, donc ça facilite en fait la collecte, ça facilite l'accès à l'information. Vous avez également la possibilité, comme il existe dans toutes les entreprises, de vous appuyer sur une gestion électronique des documents, une GED type SharePoint. Et donc là aussi, vous allez structurer vos données au niveau de cette, enfin vos documents au niveau de cette GED, et toutes les données qui sont liées à un projet, à une version d'un projet, vous allez les stocker au même endroit. Donc ça facilite effectivement l'accès à la donnée, et quand vous avez à valider donc un projet au regard de ses impacts environnementaux, mais sur tous ses compartiments, vous avez tout au même endroit. L'autre possibilité, qui peut venir en complément, c'est en plus, une fois que vous avez stocké tout ça dans une GED ou dans un catalogue de données, c'est de vous appuyer sur des outils de data vis. Et donc, ces outils de data vis vont pouvoir automatiquement se connecter à vos résultats, récupérer les paramètres d'entrée, récupérer les principaux résultats intermédiaires et vous présenter, soit de manière graphique, soit sur des cartes, soit dans des tableaux, les impacts, les principaux impacts que votre projet a sur l'environnement. Donc voilà. Donc voilà, des outils de data vis, voilà, qui permettent d'avoir une vue globale sur les impacts et donc d'arbitrer un projet au regard de ses impacts. On va passer à la séance de questions-réponses. On va regarder si on a des questions. Merci d'avoir suivi ce live. On est vraiment désolé pour toutes les déconnexions qu'il y a eu. Et on regarde. Et donc, on avait une question tout à l'heure qui était sur l'outil, savoir s'il était adapté au secteur numérique. Donc oui, pourquoi j'ai répondu oui, qu'il était adapté au secteur numérique, c'est parce qu'en fait, c'est un outil qui est assez générique, et donc vous avez des fonctionnalités. Et après, par contre, il faut paramétrer cet outil. Donc, vous avez pu voir au travers du Canva et du workflow, en descendant toutes ces fonctionnalités, vous définissez en fait votre méthode qui vous est propre, hein, pour calculer les impacts sur l'environnement. Et donc, vous pouvez l'appliquer dans un cas, dans un secteur comme dans un autre secteur. Alors, une autre question, pas de votre faute, mais je n'ai pas pu cerner les plus de la solution à cause des problèmes techniques. Donc, je pense que les plus de la solution, le catalogue de données, cette fois-ci, ça va être de pouvoir décrire quelles sont toutes les données qui sont présentes au sein de votre entreprise, et notamment, ça va vous permettre, quand vous avez une étude d'impact à faire, de pouvoir plus facilement identifier la source de la donnée pour calculer, pour produire votre étude d'impact. Voilà.
Au lieu de partir à la recherche d'une information dans tel service ou tel autre service, vous avez tout dans ce catalogue de données et vous pouvez engager avec un dialogue facilement avec le responsable de la source de données. Pourquoi on insiste sur le fait d'engager un dialogue et pas d'accéder directement à la donnée, c'est parce que généralement, les données qui peuvent être postées comme ça dans une JET, qui peuvent être postées dans ces catalogues de données, sont des données qui sont contextualisées. Elles sont vraies pour une version de projet, elles ne sont pas vraies pour tous les projets. Et donc, c'est pour ça que voilà, on insiste. On préfère, nous, engager des dialogues avec les responsables des sources de données qui vont expliquer le contexte. Et si le contexte et la donnée s'appliquent à votre cas, là, le responsable de la donnée vous donnera accès à sa donnée et vous pourrez l'exploiter. Donc, le vrai plus, hein, c'est voilà, faciliter la recherche de l'information. Ça a aussi un plus également en termes de traçabilité. Les outils de catalogue, c'est un plus en termes de traçabilité. Voilà, ça vous permet de faire notamment du versionning. On va regarder si on a encore des questions, mais je pense qu'on n'a plus de questions. On va attendre 5 petites secondes. Alors, je pense qu'on a besoin de votre solution. Les achats sont en réflexion pour lancer un AO. Merci Guylaine, pardon. On vous recontactera. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.